Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la 9e étape de ce Tour d'Espagne, fin de première semaine. Et autant vous dire qu'aujourd'hui c'était showtime du côté de la course. On a voulu faire vraiment du gros spectacle. C'était vraiment une étape à ne pas rater aujourd'hui. Si vous aviez un repas de famille, il fallait tout couper. Si vous avez privilégié la Bretagne classique, c'était peut-être pas le bon choix aujourd'hui. Mais voilà, il fallait vraiment voir cette étape. Je vous l'avais dit pourtant ce matin, je voyais du grand spectacle. Et bien même moi qui voyais du grand spectacle, je m'attendais pas à ce que ça soit du spectacle à ce niveau-là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. On sait que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Les shorts, TikTok, en ce moment c'est calme. J'essaye de reprendre là, mais pour l'instant c'est compliqué parce qu'à chaque fois que je regarde une étape, juste après j'ai un petit truc à faire. Quasiment dans la foulée, un petit truc à la con, mais voilà, à chaque fois. Donc c'est pour l'instant, voilà, j'ai pas le temps de faire short et TikTok par rapport à l'année dernière. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Je remercie les gens qui le font. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Et puis plus vous cliquez rapidement sur une miniature, sur une notification, plus la vidéo est mise en avant par YouTube. Et ça permet également de mettre en avant les vidéos de la chaîne et de mettre en avant la chaîne et mon travail. Et de développer la chaîne, donc ça permet également de me soutenir. Étape numéro 9. On commence tout de suite par le résumé du jour, parce que je pense qu'on va avoir pas mal de choses à dire. Ça commence très bien, cette étape. Alors, ça commençait très bien. Avant, il y avait quand même une mauvaise nouvelle, mais qui était prévisible. Vu sa performance d'hier, l'abandon de Jean Almeida, qui ne prenait pas le départ ce matin de l'étape, le coureur portugais atteint de la Covid-19, qui avait quand même couru hier, on en avait parlé. Moi, je trouvais que c'était une mauvaise idée. Voilà, encore une fois, je suis assez surpris que son employeur n'ait pas considéré également que c'était une mauvaise idée. Mais du côté du AE, peut-être qu'on a voulu jouer le tout pour le tout, mais je trouve qu'on joue avec le feu. Et donc, il n'est pas reparti sur cette étape. Un coureur en moins sur cette Vuelta. Quasiment dès le premier kilomètre, attaque de Wout van Aert. Il va être rejoint ensuite par Marc Solé et Pablo Castrillo. Et puis dans un deuxième temps encore rejoint par Jonas Gregart, par Stefan Kung, Torsten Traen, Herrada. Assez marrant de voir que parmi les premiers attaquants de la journée, on a un Visma et un UAE. On retrouve également un Groupama. Ça veut dire que ces équipes-là, on va peut-être les revoir. Alors en fait, cette échappée va continuer à grandir au fur et à mesure. Il va y avoir de nombreuses attaques qui vont suivre. C'est ce qui donne un groupe à 25 coureurs, comme vous pouvez le voir, avec notamment à l'intérieur de ce groupe 3 Cofidis, Lastra, Herrada, Fernandez, qui ne seront pas dans le bon groupe, qui seront pas dans le groupe final important. Il y avait également 3 UAE, Jevine, Solé et surtout Adam Yates. On avait Alpecin, Quintana Hermann, Sandro Meurice, Kung et Godu du côté de la Groupama, Harper Engelhardt du côté de la Jayco Alula, Vacek et Conrad du côté de la Lidl Trek, Rafferty et Shaw du côté de la EF, Castrillo Michael du côté de la Kern Pharma, Casper Asgreen, Van Aert, avec également Oscar Rodriguez, Oliveira, Gregart et Traen du côté de cette échappée qui va prendre très vite de l'avance. Très vite on va réussir à prendre l'avantage. Decathlon certes roule, mais après 5 km, elle a déjà 1 minute d'avance. Solé et Castrillo qui arriveront dans un deuxième temps. Et puis à 161 km de l'arrivée, attaque de Max Poul et de Lem Reise qui vont rejoindre ce groupe numéro 1 à 151 km de l'arrivée. Première heure de course, 38,8. On a vu les premières heures de course plus intenses sur cette Vuelta, surtout que c'était, certes il y avait quelques petites bosses, mais c'était pas du tout au niveau de ce qu'on aura après, et ce qui veut dire que derrière ça a roulé très fort parce qu'on a fini je crois à 37,7 de moyenne. Donc malgré une première heure qui n'a pas été si incroyable que ça en termes de timing, 37,7 à l'arrivée, c'est assez incroyable. À 122 km de l'arrivée, cette échappée continue de grandir, 5 minutes 05, et on se dit mais
du côté du peloton, on ne comprend pas qu'il y ait quand même des coureurs dangereux dans cette échappée. Alors oui, certes des coureurs qui ont perdu du temps, mais remettre Adam Yates dans le coup, remettre même un David Gaudu pour la bagarre pour le top 10, c'est peut-être pas forcément l'idéal pour des adversaires. Remettre également, enfin oui, voilà, Adam Yates et Gaudu, qui étaient les deux coureurs intéressants de cette échappée, c'est peut-être quand même pas l'idée du siècle, ce qui fait que l'écart augmente. À 109 km de l'arrivée, Corbin Strong qui va avoir un problème mécanique, et on voit quand même que le rythme a augmenté, notamment avec la Red Bull Borans-Grohe qui roule, parce que Corbin Strong va quand même mettre quasiment 15 km avant de revenir dans le peloton. À 89 km de l'arrivée, eh bien, dans le groupe 1, c'est Marc Solé et Jevine qui tractent un petit peu le peloton, enfin ce groupe voilà, de 25 coureurs. On rentre dans l'Atto del Porche, et à 89 km de l'arrivée, eh bien, des coureurs sont lâchés. C'est le cas de James Shaw, de Quinton Herman, de Ruben Fernandez. À ce moment-là, c'est la Red Bull Bora qui roule, comme je le disais. Et à 87 km de l'arrivée, le grand show Carapaz démarre. Et on se dit, ah bah tiens, il y avait une idée derrière la tête du côté également de l'AEF en mettant deux coureurs dans l'échappée. Peut-être pas les meilleurs coureurs de l'équipe en montagne. Et ce qui fait que Carapaz attaque. Derrière, Van Aert, Sandro Meurice sont lâchés. Comme Max Poole, c'est vrai qu'on peut quand on rate un petit peu l'attaque, soit on est très fort comme Carapaz, soit bon, est-ce qu'il fallait pas mieux rester dans le peloton pour Max Poole parce qu'il a consommé beaucoup d'énergie, et je n'ai pas regardé son classement à l'arrivée, mais je pense que c'était pas exceptionnel. On apprend à ce moment-là l'abandon de Keplinger. À 83 km de l'arrivée, Carapaz rejoint Shaw, ce qui fait que Shaw va un peu travailler pour Richard Carapaz. Nous sommes à 80 km de l'arrivée, le Puerto del Porche, côte de première catégorie. Gaudu passe en tête, deuxième Marc Solé, Vine et Dietz passe quatrième dans cette montée. À 76 km de l'arrivée, c'est Richard Carapaz qui, après avoir rejoint Shaw, qui a utilisé James Shaw, va rejoindre Rafferty et va utiliser Rafferty. À 68 km de l'arrivée, petit point de la situation du côté des coureurs. À l'avant, nous avons un groupe donc avec Jevine, Adam Yates et Marc Solé. David Gaudu et Stefan Kung sont également dans ce groupe-là. Thorsten Trahen, Harper et Castrillo. Dans ce groupe-là, Jevine, Solé et Stefan Kung font un gros travail pour maintenir un gros tempo. À 1 minute 35 environ, Van Aert, Oscar Rodriguez, Sandro Meurice, Jonas Gregard, Max Poole, Ruben Fernandez, Pau Mikel, c'est-à-dire les coureurs qui ont été lâchés. Et vous avez à 2 minutes 25 Richard Carapaz qui a rejoint un groupe avec Quinton Hermans, où il y a à l'intérieur également Darren Rafferty, Nelson Oliveira, Engelhardt et Lem Reise. Et puis à 4 minutes 40, on a le peloton toujours emmené par la Red Bull Borans-Grohe, mais pas sur un si gros tempo que ça. On a du mal véritablement à avoir des équipes qui collaborent même à l'avant de la course. À 61 km de l'arrivée, alors qu'on attaque l'Alto de Azalanas, Kung, Soler sont lâchés, comme également Thorsten Trahen quasiment d'entrée. Et Carapaz, lui, décide d'accélérer à ce moment-là. L'écart est d'environ 1 minute 20 entre Richard Carapaz et les coureurs de tête. Petit point de la situation à 60 km de l'arrivée, en tête. Donc le groupe avec Adam Yates qui a 1 minute 10 d'avance sur Carapaz. À 4 minutes 27, on retrouve le peloton. Et puis à 58 km de l'arrivée, après le show Richard Carapaz, c'est l'heure du show Adam Yates qui décide de s'en aller tout seul. Et au bout de 2 km, il a 10 secondes d'avance sur Jevine et Gaudu. C'est surtout Gaudu qui fait le travail. Jevine ne suit pas son adversaire. Enfin, ce coéquipier surtout, et ne suit pas l'adversaire David Gaudu. Et puis Richard Carapaz, lui, est à 1 minute 40 à ce moment-là, ce qui a peut-être permis à Yates d'éviter le retour de l'équatorien. À 46 km de l'arrivée, la situation est celle-là, c'est-à-dire que vous avez Adam Yates qui a 1 minute 15 d'avance sur un groupe avec Gaudu, Carapaz, Vine et Castrillo. Et à 5 minutes 35, le peloton avec la Bora qui ne roule plus du tout. C'est-à-dire qu'on a vraiment le quart qui augmente.
À l'Alto de Avalanas au premier passage, c'est Adam Yates qui passe en tête devant Vine, Godu, Carapaz et Bora ne roule vraiment plus, je le renote, une deuxième fois. À 32 km de l'arrivée, le sprint intermédiaire, c'est Yates qui passe en premier et surtout à ce moment-là, il augmente son avance sur le groupe Carapaz à 2 minutes 40 et sur le peloton qui est désormais à 6 minutes 30. Énorme effort d'Adam Yates. On poursuit avec Carapaz qui va lâcher Godu et chute de George Bennett, enfin problème mécanique. Là encore, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Bon, la réalisation de cette Vuelta est aux fraises. J'ai l'impression que moi, c'est pas une chute, sauf que sur Pro Cycling Stats, c'est marqué chute. Donc moi, j'ai marqué chute au départ. J'ai l'impression que c'est plus un problème mécanique qu'une chute pour George Bennett. On le revoit remettre sa chaîne au début de ce deuxième passage dans l'Alto des Azalanas. La Red Bull décide d'accélérer parce que là, faut tenter de réduire l'écart, sauf que ça va mal se goupiller pour la Red Bull Bora-Hansgrohe, car à 27 km 600, Lipovic fait exploser Vlasov, mais fait surtout exploser Roglic, qui n'arrive pas à suivre son équipier, et c'est au même moment que Mas décide d'accélérer avec Sivakov. Ben O'Connor va hésiter, on va dire, mais ne va pas le tenter. Ce qui fait qu'à 27 km 700 de l'arrivée, vous avez Adam Yates qui a 2 minutes 30 d'avance sur Carapaz. La victoire est plutôt actée. Godu est à 3 minutes. Henrik Mas à 5 minutes 45. À 6 minutes, vous avez Sivakov. À 6,05 le peloton. Au sommet de l'Alto d'Azalanas, Yates est en tête. Carapaz à 1,40 de retard. Godu à 3,42. Mas à 4,37 et le peloton lui est encore à 5,40 à peu près à ce moment-là. Derrière, dans la descente, mauvaise nouvelle, Henrik Mas fait une sortie de route. Heureusement, il arrive à se rattraper. Et puis derrière, Adam Yates continue à stabiliser son avance, même si sur les 5-6 derniers kilomètres, c'est compliqué par rapport à Carapaz. On sent que physiquement, il est en difficulté. L'écart à l'arrivée, ça de 1 minute 40. Et puis le peloton en termine, mais on a encore perdu du temps. Et surtout, Roglic a montré un petit peu des faiblesses. Aujourd'hui, c'était une journée compliquée pour le Slovène. Du côté de ma note de l'étape, sur ça. Et puis on apprend l'abandon de Tiberi, mais on l'apprend très tardivement, l'abandon d'Antonio Tiberi, qui, c'est vrai, n'était pas avec les meilleurs. On se demandait où il était, Tiberi, bien il était en difficulté, mais on ne sait pas pourquoi il a abandonné. Alors ma note de l'étape, 18 sur 20. 18 sur 20, c'est du grand spectacle qu'on a eu aujourd'hui. Alors je mets pas plus, j'ai hésité à mettre plus vraiment. Je me suis dit, est-ce que ça mérite plus que 18 sur 20 au final, même si on a le retour d'Adam Yates, David Godu qui revient un petit peu aussi, et Carapaz qui reprend des places au général, on n'a pas eu un Roglic qui craque complètement, ce qui aurait peut-être pu faire gagner 1 point ou 2 points à cette note, ou un Henrik Mas qui arrive vraiment à prendre 4 minutes d'avance sur tout le monde. Mais quand on regarde l'étape aujourd'hui, c'est du grand spectacle, mais parce qu'il y avait des équipes qui voulaient rectifier le tir. UAE voulait rectifier le tir aujourd'hui. On a bien compris dès le départ en mettant Marc Soler dans la première attaque. Je pense que du côté de Visma, il y avait peut-être aussi cette idée-là de tenter quelque chose avec Sepp-Kuss, sauf que ils n'ont pas réussi à mettre Sepp-Kuss dans l'échappée et on s'est contenté de Van Aert. Et c'était trop dur pour Van Aert aujourd'hui. Mais quand on voit le travail qui a été effectué du côté de la UAE, on a compris directement qu'eux, ils n'étaient pas venus pour enfiler des perles. Par contre, la stratégie de l'AEF, je pense qu'elle a été préméditée aussi, c'est-à-dire de mettre 2 coureurs à l'avant de la course, pas forcément peut-être les plus forts, mais pour aider Richard Carapaz, et ça a vraiment aussi fonctionné, surtout sur la fin de course. Je pense que Carapaz y revient fort sur Adam Yates parce qu'il était plus frais qu'Adam Yates, mais on a une course quand même qui est complètement folle depuis là quelques jours, entre Ben O'Connor, entre Ilya Roglic qui fait une grosse journée, là Israël qui roule, on ne sait pas trop pourquoi, là aujourd'hui la UAE, Lipovic qui lâche son leader. C'est quand même une course assez exceptionnelle. Donc ouais, moi je prends du plaisir. Autant je trouve que le parcours est pas exceptionnel, mais les coureurs font vraiment une course de qualité. Là c'est vraiment les coureurs, je trouve pas le parcours si bien fait que ça. Même si aujourd'hui je trouvais que le fait d'arriver en descente allait peut-être provoquer des attaques un peu long l'arrivée. Je trouve qu'aujourd'hui l'étape était bien conçue. Mais là vraiment
Ça a été une journée vraiment intense en termes de cyclisme. Grosse journée de cyclisme. C'est encore une fois, si vous avez raté cette étape, si vous avez plutôt privilégié la Bretagne classique ou le Tour d'Allemagne, je pense que vous allez vous en mordre les doigts parce que là, il s'est passé beaucoup de choses du côté de cette étape. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Les coureurs au top, Adam Yates. Adam Yates parce que c'est un énorme numéro. Je pense que ça va faire partie des moments marquants de l'année. Des moments marquants de l'année. Je pense que si je fais mon top 10 en fin de saison, je pense qu'Adam Yates qui gagne de cette manière-là, ça sera dans le top 10. Comme Ben O'Connor hein, aussi, je pense. Mais il faut être culotté quand même. Alors Adam Yates, les Yates ont toujours été culottés, mais j'ai toujours trouvé que Simon Yates était plus culotté un peu qu'Adam. Mais il faut être culotté de lancer cette initiative-là du côté du AE. Il faut réussir à se remobiliser du côté du AE. Parce que hier, on est au fond du trou, hein, on en parlait, mais c'est vrai que tout le monde disait, même dans les commentaires, j'étais pas le seul à le dire, que bon, les mecs, ils étaient quasiment hors jeu au niveau du général. Alors après, il faut que ça se goupille bien également du côté des adversaires, où on s'est quand même un petit peu planté. Mais quand même, Adam Yates qui aujourd'hui reprend 3,50, fait 58 km en solo, je crois de tête. Je crois que c'est 58, oui voilà, 58 km tout seul. Incroyable de la part du coureur britannique. Et cette Vuelta est complètement folle. Parce que, encore une fois, on a Ben O'Connor qui fait aussi un numéro il y a quelques jours. Hein, je ne sais plus c'était combien Ben O'Connor, mais c'était aux alentours de 65 km, je crois, en solitaire. En solitaire au départ avec l'Emraise et puis ensuite sans l'Emraise, mais à deux, je crois qu'ils ont fait 68 km. Au moment où il part avec l'Emraise. Là aujourd'hui, donc Adam Yates, on est sur du 58 km en solitaire. Exceptionnel. Et puis, il faut résister physiquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est certes 58 km, mais 58 km avec deux passages d'une côte de première catégorie où vous avez 1 km à 13% de moyenne. C'est-à-dire, on n'est pas sur des montées anodines, on n'est pas sur une montée comme à Tignes, où là, oui, bon, si ça avait été une journée avec deux passages à Tignes, on se serait dit, oui, c'est bien, mais bon, c'était du 5-6%. Là, on est sur une montée qui est énorme, et il décide de partir super loin de l'arrivée. Et en même temps, c'était la bonne idée, parce que je pense que sinon, il se serait retrouvé avec Carapaz. Alors les deux, je pense, auraient collaboré, hein, mais sinon on serait retrouvé avec Carapaz, et je pense qu'il voulait aussi reprendre du temps sur Carapaz, Adam Yates. Mais c'est un numéro qui nous a fait aujourd'hui le Britannique. Et voilà, c'est un coureur. Il ne faut pas oublier que c'est un coureur qui est capable de faire ça. Je trouve c'est vrai qu'Adam Yates, je pense que c'est un coureur que je sous-estime assez souvent. Je ne sais pas pourquoi, hein, il y a d'autres coureurs comme ça. On a tous parfois des préférences. Mais je pense que c'est un coureur que je sous-estime souvent, Adam Yates. Et là, de le voir à l'attaque aujourd'hui, c'était du grand cyclisme qu'il nous a proposé. Et vraiment bravo Adam Yates. Bravo Adam Yates. Parce qu'il faut tenir, il faut y croire mentalement, il faut tenir physiquement, et puis il fallait réussir à se remobiliser. C'est-à-dire que quand, encore une fois, ce matin, hier soir, les mecs sont au fond du trou. C'est-à-dire que chez UAE, hier soir, on emmène quand même Almeida, Yates, Sivakov, Del Toro. Hier soir, le meilleur au classement général, il est 17ème, je crois. Avec une armada pareille. Je pense que... Alors, je sais pas comment on a trouvé le moyen de les remobiliser mentalement. Est-ce qu'on les a engueulés? Est-ce qu'on les a piqués au vif? Est-ce qu'on a décidé d'avoir cette stratégie-là audacieuse, d'avoir forcément des très bons coureurs dans l'échappée de cette manière-là? Mais... putain, faut oser. Faut oser, mais dès le matin, on a senti tout de suite que l'idée était de faire le spectacle. Quel numéro d'Adam Yates. Alors par contre, il va falloir récupérer. Certes, demain, il y a la journée de repos, mais encore une fois, il y a un long transfert en avion. Donc ça va être une journée de repos atypique qui va pas être si reposante que ça.
Puis la deuxième semaine, on attaque avec du lourd. Hein. Enfin, sur la deuxième semaine, il y a des étapes, il y a des arrivées difficiles. Donc, il faudra voir comment Adam Yates arrive à récupérer. Mais aujourd'hui, il a fait un grand numéro de cyclisme. Celle-là, il va s'en souvenir de victoire. Même si après, derrière, il s'écroule complètement au général. Là, il va s'en souvenir. Puis de toute manière, Sivakov est revenu dans le top 10. Et oui, vous avez une deuxième carte pour un top 10. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour UAE. C'est une très très bonne nouvelle. Et ouais, Adam Yates, celle-là, il va s'en souvenir. Parce que, alors, il a dit, il s'en souviendra déjà parce qu'il a eu extrêmement mal. Il était à la limite de cramper dans la dernière montée. Parce qu'il fait chaud, hein, je rappelle en plus, tout ça s'est déroulé dans des conditions caniculaires encore une fois. Et il a dit, ouais, il a vraiment souffert sur la fin de course parce que vraiment dans la dernière montée, il crampait. Et ensuite, sur la fin, il voyait Carapaz revenir un petit peu, mais ouais, il a réussi à rester à fond jusqu'au bout. Donc bravo Adam Yates pour cette étape. Deuxième coureur top, Carapaz. Qu'est-ce qu'on se ferait chier s'il n'y avait pas Richard Carapaz dans le cyclisme, hein, quand même, sur les 5-6 dernières années. On s'ennuierait. C'est vrai que Carapaz, s'il n'y avait pas eu Carapaz sur le Giro quand il s'impose, ça aurait été un Giro absolument pas passionnant avec Roglic qui aurait dominé sur les contre-la-montre, avec peut-être un duel face à Nibali, mais bon, peut-être que le duel... Enfin voilà, peut-être que Nibali aurait tenté, mais trop tardivement, il aurait fallu attendre les 2 dernières étapes pour avoir du spectacle. Déjà, sur cette édition-là, il avait amené un petit peu de spectacle, mais bon, c'est quand même l'animateur des grandes courses depuis 5 ans, Richard Carapaz. Sur le Tour de France en 2020, il passe à l'attaque, le Tour de France cette année, la Vuelta il y a quelques années. C'est un coureur qui est hyper offensif. Certains ont dit il est parti à contre-temps. Non, il n'est pas parti à contre-temps. Il y avait une stratégie ce matin. C'était d'en mettre 2 à l'avant de la course. Et puis ensuite, de tenter de partir dans le final. Parce que c'est vrai que c'était pas bête de partir dans la première côte du jour. Techniquement, l'effet d'aspiration dans des montées aussi importantes, il ne serait pas important. Et puis ensuite, tu récupérais tes coéquipiers dans les vallées. Et c'est ce qui s'est produit. Je pense que c'était prévu dès ce matin, cette stratégie-là de l'AEF. De toute manière, là aussi, Carapaz était un petit peu distancé au niveau du classement général. Alors, c'était pas catastrophique, mais c'est vrai qu'il n'était pas dans le top 10. S'il voulait rentrer dans le top 10, il fallait qu'il fasse à un moment un coup. Aujourd'hui, il a fait son coup. Et il a fait 87 km. Mais en gros, il fait 87 km si vous regardez bien. Il fait quand même une dizaine de kilomètres avec ses équipiers. Donc ça reste, je dirais pas quelque chose de raisonnable, mais ça reste quelque chose où certes il a entamé dans ses réserves, mais est-ce qu'il a plus entamé ses réserves que Roglic aujourd'hui ou qu'un Henrik Mas? Je suis pas sûr. Donc il a été bon, et puis encore une fois, pour moi, qu'est-ce qu'on s'emmerderait sans Carapaz? C'est quand même un coureur qui aujourd'hui fait le spectacle. Et ça fait du bien des coureurs comme ça fait du bien. Des coureurs. Et en plus, il a le palmarès derrière. C'est-à-dire que certes, il fait du spectacle, mais il y a le palmarès derrière. Moi, je me souviens aussi du Tour de Catalogne, quand il fait un numéro avec Higuita, il y a quelques années, je crois que c'était il y a 2 ans. C'est Carapaz. C'est un coureur qui est spectaculaire, Richard Carapaz. Et moi, c'est... Oui, c'est un coureur que... C'était pas forcément un coureur que j'affectionnais, j'avais bien aimé son Giro, parce que j'avais bien aimé la manière dont il avait renversé la situation sur le Giro, mais c'était pas forcément... C'est depuis 2020 vraiment que je trouve que j'apprécie énormément ce coureur. Avant, c'était un bon coureur, mais c'était pas un coureur que j'appréciais plus que ça. C'est vrai que Carapaz, aujourd'hui, je me dis à chaque fois, quand il y a Carapaz sur une liste de départ, tu te dis, c'est rare qu'il se passe pas grand-chose. Bon, il y a eu l'année dernière, où Carapaz a eu du mal sur la première partie de saison. Mais là, on voit qu'il s'est complètement intégré à l'AEF. Et puis surtout, il fait une grande année, Carapaz aussi. On parlait de Ben O'Connor, mais Carapaz, il fait une bonne année cette année. Donc bravo aux champions d'Équateur. Et puis maintenant, j'espère que ça continuera. Et pourquoi pas les championnats du monde pour Carapaz. Parce que vu la forme qu'il tient, avec une équipe où il sera avec, je ne sais pas s'ils seront 2 du côté de l'Équateur, au championnat du monde, une équipe où il y aurait lui et Narvaez, sur un parcours comme cette année en Suisse,
peut toujours tenter le coup d'un Richard Carapace. Ça serait sympa. Un Richard Carapace, champion du monde. Après, le fait qu'il n'ait pas pu défendre son titre olympique, ça aurait de la gueule quand même. Carapace, champion olympique, champion du monde, vainqueur du Tour d'Italie. Ça aurait de la gueule quand même, du côté de l'équatorien. Puis ça serait la fête à Caracas. Enric Mas, c'est le plus fort, peut-être en montagne. C'est le plus fort parce que sur les montées longues. Hier, c'est pas forcément son registre de prédilection. On est sur une montée qui est quand même courte pour de Enric Mas. Là, aujourd'hui, c'était un peu plus qu'il aime, Enric Mas. Des montées où on est sur des temps d'effort un petit peu plus longs. Et on voit qu'il a été costaud. Alors oui, certains vont me dire, il reprend pas de temps. Oui, son équipe ne l'accompagne peut-être pas forcément sur les sommets. C'est vrai que Quintana, il a chassé vite. Je pense qu'il ne s'est pas remis de ses blessures du Burgos. C'est vrai qu'en dehors, les autres équipiers sont pas forcément tous des très bons grimpeurs. Mais l'attaque qu'il fait sur Roglic aujourd'hui, il va s'en souvenir. Ça va lui donner énormément de confiance. Là, il sait que il est capable de le battre. Et Roglic le sait aussi. Donc ça peut rentrer dans la tête, ça. Ça peut vous dire, oui, je sais qu'il y a un mec qui est en capacité vraiment de me battre. Parce que jusqu'à maintenant, Ben O'Connor ne l'avait pas battu, il avait pris une échappée. Adam Yates en soi, il a pris une échappée. Enric Mas, il n'a pas pris d'échappée quand il a attaqué. Il a attaqué en face à Roglic. Alors est-ce que Roglic était dans une mauvaise journée? Ça on le verra plus tard, mais du côté d'Enric Mas, c'est du costaud. C'est du costaud cette année. C'est vrai que je me dis ça depuis le début de cette Vuelta. Je me dis, putain, il est fort, Enric Mas. C'est du solide, c'est du bon Enric Mas. Là, ça se confirme encore aujourd'hui. Alors oui, il y a eu cette descente, mais c'est même pas une erreur pour moi d'Enric Mas. Parce qu'il a la bonne trajectoire dans le virage. Il arrive peut-être un peu vite, mais il a la bonne trajectoire dans le virage. Mais il s'est pris du vent latéral. C'est vrai que le vent latéral dans les jantes, aujourd'hui les jantes sont très hautes. Quand vous regardez la gueule des jantes d'il y a 15 ans et aujourd'hui les jantes qu'on utilise, même sur des étapes de montagne, les jantes ont de la résistance à l'air. Et sur le vent latéral, on l'avait vu avec Julien Lafilippe au Strade Bianche il y a quelques années, on voit que sur certains gabarits, ça peut être terrible. Et là, c'est vrai qu'Enric Mas, il a décollé, mais là, il a eu de la chance, peut-être, mais il a surtout eu la lucidité sur le vélo pour tirer tout droit. C'est vrai que c'est un physique qui fait un 77-61 kg, donc c'est un physique qui est assez léger, Enric Mas, donc c'est vrai que c'est pas forcément évident de manier son vélo avec du vent latéral. Mais hier, il fait 2 à Cazorla, 4e à Pico Velarcas. Pour le moment, c'est du très très bon Enric Mas depuis le début de la course. Mais est-ce que ça suffira sur cette Vuelta? Je ne sais pas. Est-ce qu'il ne faudra pas un petit peu de folie à un moment du côté d'Enric Mas pour enclencher quelque chose, un mouvement de course? Peut-être. Est-ce qu'il a cette folie-là, Enric Mas? Je ne suis pas sûr. Mais il va falloir qu'il tente quelque chose à un moment. Parce qu'encore une fois, il y a Ben O'Connor qui est devant. Il ne pourra pas se contenter de faire des petites attaques dans les dernières montées. À un moment, il faudra peut-être qu'il tente quelque chose de loin, Enric Mas. Mais pour le moment, il est très costaud. Nouveau coureur top, Ben O'Connor. Il a bien résisté aujourd'hui. Il s'est pas affolé. Il n'a pas fait l'erreur d'hier. Je pense qu'hier, il a fait une erreur en voulant suivre Roglic. Il s'est mis dans le rouge. Là, aujourd'hui, il s'est pas mis dans le rouge. Il est resté avec Victor Lafay. À un moment, pas Victor Lafay, à un moment, Félix Gall a un peu craqué, mais il est revenu ensuite. Mais il s'est pas affolé à ce moment-là. Il est resté sur son rythme. Il s'est pas trop concentré sur les autres coureurs. L'objectif était de suivre son rythme et de ne pas exploser. Il n'a pas explosé. Bon, certes, Adam Yates revient dans le match, mais Adam Yates, il reste encore à 4,50 je crois, même plus, Adam Yates il reste à 5,30, Carapace à 4,32. Et puis est-ce qu'ils vont pas avoir un contre-coup dans les jours à venir physiquement? Carapace, je pense pas, parce que c'est quelque chose qu'il a déjà fait, des numéros comme ça, et on sait que c'est un coureur qui récupère plutôt bien. Adam Yates, je sais pas s'il aura cette capacité là à rééditer sa performance du jour. Est-ce qu'il n'y aura pas un contre-coup derrière, comme on a vu avec Sepkus quand il a fait le numéro pour tenter de ramener Wout
Van Aert. Mais quand même, Ben O'Connor a bien résisté aujourd'hui. Il regagne même 4 secondes par rapport à Roglic. Il n'a pas du tout craqué par rapport à Roglic, qui lui a montré des signes de faiblesse. Lui, il n'a pas montré de signes de faiblesse. Lui, il a suivi son rythme aujourd'hui. Il a suivi son tempo. Et je pense qu'il a rappelé à tout le monde que Ben O'Connor, c'est un mec qui a fait 4ème du Tour de France. Et oui, c'est un mec qui a fait 4ème du Tour de France, Ben O'Connor, dans son palmarès. Ben O'Connor, c'est un coureur qui cette année a fait 4ème du Tour d'Italie aussi. Donc voilà, on sait que c'est un coureur qui tient la cadence. Et si on regarde ses grands tours, c'est un coureur qui a déjà fait 7ème de la Vuelta aussi. C'était en 2022. Et pourtant, après un Tour de France qui avait été raté en 2022. Donc voilà, c'est un coureur qui a déjà fait top 10 sur les 3 grands tours. Et quand on disait qu'il allait falloir se lever tôt pour dépasser Ben O'Connor, bon, on en a la confirmation un peu aujourd'hui. Il faudra se lever tôt pour déborder Ben O'Connor. Il va falloir tenter des choses de loin. Ce qui fait qu'encore une fois, comme je le disais après sa victoire d'étape, ça va nous donner un super spectacle pour cette journée. Et puis en plus, particularité de Ben O'Connor, c'est déjà un coureur qui a enchaîné Giro et Vuelta la même année. En 2019, certes ça remonte à longtemps, mais il avait fait 32e du Giro et 25e de la Vuelta sur la même année. C'était en 2019. En 2019, c'était sa 3e saison en World Tour. Voilà, parce qu'il a commencé en 2015, mais c'était dans une équipe continentale. Sa première année en World Tour, c'était en 2017, à l'époque où il était chez Dimension Data. Il avait fait 5e du Tour d'Autriche cette année-là, qui avait été son résultat majeur, et puis 8e du Tour de Langkawi, mais qui était une course un peu plus grande qu'aujourd'hui, le Tour de Langkawi. Et c'est en 2018 où il fait 10e du Trofeo Matteotti, où il fait 7e du Tour des Alpes, aussi 11e du Tour de Catalogne cette année-là, en termes de résultats. Mais Ben O'Connor, encore une fois, il va falloir se lever tôt pour aller le chercher. Donc il va falloir se bagarrer. Je note également la belle performance de David Gaudu, qui rentre dans le top 10 du général, mais surtout qui prend des points pour le classement de la montagne. David Gaudu qui se retrouve 3e de ce classement-là. Et je trouve que son attitude sur cette Vuelta est très intéressante. Je trouve que, autant sur les dernières courses, j'avais vraiment l'impression qu'il subissait énormément, qu'il subissait tout, notamment son Tour de France qui est catastrophique, mais il subissait, voilà, à chaque fois la course. Et là, j'ai l'impression de retrouver un David Gaudu un peu plus conquérant, un peu plus offensif, qui tente des choses. Et ça, je trouve ça intéressant. Qui remporte qui fait 10e d'un sprint d'un peloton à Junqueira. Tu vois, on sent un comportement où on veut faire quelque chose sur cette Vuelta. Là, aujourd'hui, 9e, 170 km d'échappée. Belle journée pour David Gaudu. Là aussi, il faudra récupérer pour le coureur français pour la suite de la semaine. Mais j'ai bien aimé sa course à David Gaudu. Et puis pêle-mêle également, Carlos Rodriguez également très bon aujourd'hui. Je ne mets pas les maillots pour Gaudu et Carlos Rodriguez, mais 7e de l'étape. Il monte en puissance déjà hier, il avait perdu 34 secondes. Il l'a dit en interview qu'il avait du mal à s'acclimater à la chaleur, mais peut-être que là ça commence à être pas mal pour Carlos Rodriguez. Et puis c'était le local de l'étape, donc on peut en parler puisqu'on en avait parlé déjà ce matin. Et il est 9e du général à 6 minutes, mais quand vous regardez 6 minutes au général, c'est à moins de 2 minutes de Carapaz, donc à moins de 2 minutes du podium, et pas très loin non plus de Roglic. Il est à 2,07 de Roglic. Donc ça reste un écart qui est totalement raisonnable du côté du classement général, et pour avoir des places d'honneur pour Carlos Rodriguez. On regarde tout de suite les bonnets d'âne. Les bonnets d'âne, ça commence avec Bahreïn. Alors déjà, l'abandon de Tiberi, c'est vrai que c'était pas la journée des jeunes, des coureurs de moins de 25 ans. Si on va par là, Lipovic qui fait craquer Roglic, peut-être que Roglic va lui tirer les oreilles ce soir. Vous avez également Tarding qui a abandonné,
aujourd'hui. Donc Tiberi qui a abandonné, Van het Velde qui a perdu du temps sur cette étape. Van het Velde qui finit avec Fortunato par exemple. Donc ouais, les jeunes coureurs ont souffert. Et puis même dans l'échappée, hein, Adam Yates finit devant Godu, Jevine et Arsi, Pablo Castrillo, qui est vraiment un coureur intéressant. Hein, ce Pablo Castrillo, lui, il va être recruté, je pense, par une plus grosse structure parce qu'il fait quand même une Vuelta, première semaine de Vuelta très sympa, et puis 7ème du Tour de Burgos, hein, donc c'est quand même pas n'importe quoi du côté de ce coureur. Mais c'était pas la journée des coureurs de moins de 25 ans, des postulants au maillot blanc. C'était pas la journée de la Bahreïn non plus, parce que c'est vrai que Tiberi, on n'en avait pas parlé depuis le début de course, mais je me disais j'en parlerai peut-être un petit peu plus tard. Bon bah pas de chance, il a abandonné. Mais c'est vrai que Tiberi faisait jusque-là un tour qui était vraiment intéressant. Après, en plus, avoir fait un Giro cette année, à cet âge-là, doubler de grands tours, c'est pas si évident. Surtout que ça reste un coureur qui, il y a quelque temps, ne visait pas forcément le classement général. Il vise le classement général depuis qu'il a rejoint la Bahreïn Victorious. Et c'est vrai que je me disais, c'est osé de lui faire 2 grands tours dans la même année à cet âge-là. Mais bon, c'est Giro Vuelta, donc c'est un enchaînement qui est un peu moins dur que Giro Tour ou Tour Vuelta. Et puis en plus, du côté d'Antonio Tiberi, c'est un coureur qui est quand même là depuis quelques années sur le circuit, donc il se connaît un petit peu, je pense. Alors là, on ne sait pas pourquoi il a abandonné, peut-être Covid, hein, j'espère pas, parce que sinon Almeida, il aurait fait aussi transmis son virus à tout le monde. Parce que c'est ça aussi de courir en étant malade, hein. C'est que vous pouvez refiler un virus à la moitié du peloton. Mais oui, une mauvaise journée hein, pour la Bahreïn, parce qu'aujourd'hui c'est Jack Haig qui est le meilleur de l'étape, mais 24e hein, à 10-16 de retard. Torsten Trahen était dans l'échappée, mais n'a pas véritablement existé dans cette échappée à 20 minutes. Puis bon, Sutterling, Milosevic et Gradel qui ont fini loin. Et puis on perd également Keplinger hein, du côté de cette étape, bon, qui était quand même en difficulté depuis sa chute en début. Et ce qui fait que le meilleur coureur c'est Jack Haig, mais qui est déjà 20e. Et Jack Haig, vu ses performances ces derniers temps, ouais, 20e, ça serait déjà bien comme résultat. Trahen est 46. Et puis surtout, c'est une équipe qui était quand même assez discrète, parce que Sutterling n'a pas vraiment fait de sprint non plus. Il n'y avait que Tiberi, depuis le début de course, qui faisait des résultats qui étaient intéressants. C'est vrai que son début de Vuelta, Antonio Tiberi, était vraiment plutôt pas mal. Hein, 4e ce matin du général, 4e à Cazorla, 8e au Pico Villarcas, également 12e à Cordoba, 18e à Hueras. Donc c'était une course qui était plutôt bien réalisée du côté de Antonio Tiberi, mais là il a souffert. Alors c'est vrai que moi j'avais toujours eu une incompréhension avec sa saison cette année, c'est pourquoi il avait fait Tour d'Italie, titre Dauphiné. Je ne sais pas qui avait eu cette idée-là du côté de Bahreïn, c'était une idée de merde, parce que donc il avait abandonné très vite sur le Dauphiné sans avoir eu un rôle important. Ensuite on l'a retrouvé à Burgos, 3e du contre-la-montre à Pampliega, mais pas forcément un gros tour de Burgos pour lui, hein, seulement 32e du général. Là c'était bien sur ce début de Vuelta, mais là aujourd'hui il a vraiment souffert. Alors est-ce qu'il était malade, est-ce qu'il est tombé, Tiberi? Ça, je ne peux pas vous le dire, je n'ai pas l'information, mais c'est une mauvaise nouvelle pour la Bahreïn, et c'est une mauvaise nouvelle, oui, pour cette formation, parce qu'il n'y a que Jack Haig, et Jack Haig, ses derniers résultats sur les grands tours, bon, c'était pas folichon hein, du côté du coureur australien, et puis en plus, il a fait le Tour de France, donc il enchaîne les 2 grands tours, donc c'est pas forcément évident pour un coureur comme Jack Haig, qui est en contrat encore jusqu'à l'année prochaine, hein, chez Bahreïn Victorious. À 31 ans, ça va pas être évident pour lui parce que pour l'instant, les résultats, on peut pas dire qu'ils soient exceptionnels du côté du coureur australien. Deuxième coureur, bonnet d'âne, j'ai mis Lipovic, mais Lipovic c'est pour la blague parce que oui, Roglic, je pense, ce soir va lui tirer les oreilles parce qu'il a mis tout le monde dans le rouge, Lipovic. Quand tu es équipier et qu'on te demande de tenir une allure, faut pas mettre les autres coureurs dans le rouge. C'est comme si un lièvre en athlétisme, vous savez dans les meetings vous avez les lièvres, donc c'est des coureurs qui sont payés
pour tenir une cadence. Et on leur dit, on veut remporter un 3000, un 1500 mètres je sais pas moi, aujourd'hui le 1500 mètres, je sais même pas le chrono du 1500, le 800 c'est une 43, donc on veut gagner le 1500 mètres en 3,25. Bon, ce qui est un très bon temps, 3 minutes 25. On veut avoir un timing à 3,30. Tu cours à 3,30. Ce qui permet au meeting, à quoi ça sert les dièvres, c'est d'éviter une course de championnat où il n'y a pas de record qui est battu. Les meetings, leur visibilité du côté de l'athlétisme, c'est grâce au record du monde, ou grâce aux meilleures performances mondiales. C'est comme ça qu'on parle d'eux. Donc ça permet d'avoir un rythme de course. Et ça peut attirer également certains coureurs qui sont en quête de minima. Là, Lipovic, il nous a fait le lièvre, mais le lièvre qui part tout devant et qui remporte la course. Ça, c'est pas le travail qu'on lui demandait ce matin à Lipovic. Le travail qu'on lui demandait ce matin, c'était de faire le tempo pour Roglic et pour Vlasov aussi, parce qu'il était devant Vlasov. Donc normalement, il devait y avoir Lipovic, Vlasov, Roglic. Il a mis tout le monde dans le rouge. Donc ça, c'était pas l'idée du siècle. Non, c'est surtout Roglic aujourd'hui. C'est sûr que il a souffert, mais c'est vrai que j'ai été surpris hier. Je crois que je vous en avais parlé de ses propos où il disait j'ai toujours mal en dos, peut-être que demain j'aurai un contre-coup. Je me disais c'est surprenant parce que là aujourd'hui tu fais une belle étape. Alors moi je pensais que c'était du bluff. Je disais bon il continue de dire qu'il a mal au dos et c'est une stratégie de communication pour qu'on lui mette pas trop la pression, d'avoir le poids de la course sur les épaules. Voilà, pour moi c'était du bluff. Bah au final c'était peut-être pas du bluff. Il est peut-être toujours pas remis de sa blessure au dos. Et c'est vrai qu'on est en 9e jour de course. J'espère qu'il va pouvoir récupérer demain. Parce que si c'est un truc qui va s'aggraver au fur et à mesure, en dernière semaine, il ne pourra plus tenir la cadence, Roglic. Voire il sera obligé d'abandonner. Ça serait dommageable vu le début de course qu'il a fait Roglic. C'est quand même un début de course intéressant, même si Ben O'Connor a pris 5 minutes d'avance à un moment, mais il a réussi à bien rectifier le tir hier. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, à un moment, je me suis même dit, putain, Lipovic le met dans le rouge, s'il est attaqué par tout le monde, il peut perdre 3 minutes, surtout que c'était au pied de la dernière difficulté du jour. Donc il restait encore 7 km de montée. Là, je me suis dit, hop. S'il est en difficulté comme ça, il va prendre cher. Heureusement, il arrive un petit peu à limiter la casse, à collaborer avec Ben O'Connor, mais il a quand même montré un signe de faiblesse. Et ça, les adversaires vont le retenir. C'est-à-dire qu'il fait un peu moins peur qu'hier, Roglic. Ça veut dire qu'on va peut-être l'attaquer un petit peu plus. Et ensuite, il y a cette grande interrogation sur sa condition physique. Sur aussi son pic de forme. Parce que normalement, il devait faire que le Tour de France. Son objectif numéro 1, c'était le Tour de France. Il s'est rabattu sur le Tour d'Espagne après sa chute. Mais quel est son pic de forme? Quelle est sa condition physique? Où il en est au niveau de ses douleurs? En fait, ça relance les interrogations, cette contre-performance du jour. Donc c'est vrai que c'est vraiment pas rassurant du tout, ce qu'il a fait aujourd'hui. On passe à Ed Dunbar. Moi je pensais qu'hier ça allait mieux pour Ed Dunbar parce qu'il avait perdu 35 secondes, je sais plus, il était au niveau de Rodriguez. Donc c'était plutôt une belle étape du côté de Ed Dunbar. Sauf que, ça c'était hier, et que la saison d'Ed Dunbar, c'est une saison de merde, tout simplement pour le coureur, anciennement coureur de la Ineos, Ed Dunbar, parce qu'aujourd'hui, Ed Dunbar, du côté de la Jayco Alula, il perd beaucoup de temps, l'Irlandais, avec 27e, 11 minutes 31 sur cette étape. Au général, il est très loin, parce qu'en plus, il avait perdu du temps en début de course, il est déjà à 15,55. Autant vous dire que le top 10 est déjà hors de portée pour Eddie Dunbar. Et c'est une saison qui est catastrophique pour le coureur irlandais parce que il est tombé à de multiples reprises, parce qu'il a seulement 41 jours de course dans les pattes, 42 mardi. Il est tombé sur toutes les courses de début de saison, c'est-à-dire qu'il est tombé à la fois Tour de la Communauté de Valence, il se pète en plus le poignet, derrière il tombe sur l'UAE Tour, je sais plus s'il se pète pas la clavicule alors qu'avant il s'était tapé le poignet, derrière Tour de Romandie, de nouveau did not start, derrière
Tour d'Italie, de nouveau, il ne peut pas participer aussi sur le Tour d'Italie. Enfin, 2 jours de raté sur le Tour d'Italie et il est obligé d'abandonner sur le 3e jour de course. Ce qui fait que c'est comme s'il n'avait pas participé à la course. Enfin, il a été nulle part. Bon, derrière, Tour d'Autriche, il fait 17ème. Au moins, il tombe plus, ce qui est déjà une bonne nouvelle du côté de Ed Dunbar. Mais quand même, le début de saison de Ed Dunbar, c'est une catastrophe. Alors certains vont me dire, oui, c'est pas de chance, à chaque fois qu'il est tombé, c'est quelque chose, c'est comme Roglic qui tombe très régulièrement. Non, il y a un moment, quand ça t'arrive une fois, 2 fois, oui, c'est pas de chance. Quand il y a un moment, ça t'arrive tout le temps en début de saison, dès que tu tombes, tu te pètes quelque chose, c'est plus de la malchance, c'est qu'il y a un moment, tu tombes mal. Et surtout, tu tombes trop. Donc c'est-à-dire que tu es en manque de confiance par rapport à ton matériel. Donc il y a un moment donné, il faut le prendre en compte. Il faut le prendre en compte. Quand on dit à chaque fois Roglic, c'est pas de chance, non. Il y a un moment, c'est aussi des placements dans un peloton. C'est aussi peut-être un manque d'anticipation sur ce qui se passe, un manque d'observation sur l'environnement. Tu sais, c'est comme en bagnole, tu sais, quand on te dit au code de la route, il faut regarder un petit peu ton environnement. Bah, c'est un peu pareil, à un moment, quand tu es sur un vélo, il ne faut pas regarder que ta roue avant. À un moment, dans un peloton, il faut essayer de regarder ce qui se passe autour, d'être attentif et anticiper sur ce qui se passe autour, d'avoir beaucoup de concentration pour ça. Et peut-être c'est ce qui manque à Roglic. Là, du côté de Dunbar, bah, c'est peut-être la manière de tomber qui lui manque. Il n'arrive peut-être pas à tomber correctement, Eddie Dunbar. Et là, bah, au bout d'un moment, ça a des conséquences. Et oui, bah moi je me disais, bon, bah peut-être que hier il commençait à prendre le rythme de la course parce qu'il lui manquait des jours de course dans les pattes et qu'il avait besoin d'avoir un petit peu de rythme. Sauf qu'aujourd'hui c'est de nouveau patatras. Mais tout simplement il manque de foncier, hein, on va dire ça comme ça, Eddie Dunbar. Mais quand tu tombes, quand en avril tu as seulement 3-4 jours de course dans les pattes, forcément ça peut pas être bon. Quand en avril, tu te retrouves dans cette situation-là, à avoir 4 jours de course dans les pattes, bon bah oui, t'es un peu nulle part, quoi, physiquement. Et forcément, je le dis toujours, mais il y a des périodes où il ne faut surtout pas tomber. Bien entendu, quand tu es à 1 mois ou à 6 semaines d'une grande échéance, parce que tu sais que ça peut vraiment te mettre hors jeu pour cette échéance-là, mais aussi en début de saison. Parce que c'est une période de l'année où tu travailles ton physique, où tu travailles ce qui va te permettre d'être performant sur la suite. Et quand tu es hors jeu sur cette période-là de l'année, donc janvier, février, mars, quand tu es hors jeu à ce moment-là de la saison, forcément après derrière, tu as toujours un temps de retard sur tes adversaires et c'est ce qui est en train de voir Eddie Dunbar, le temps de retard sur les adversaires. C'est problématique quand même pour Eddie Dunbar parce qu'on se disait, après sa saison l'année dernière qui n'était pas mauvaise, notamment son Giro, tiens, cette année, 2024, c'est l'année de la confirmation, c'est l'année où il doit passer à autre chose, où il doit confirmer les résultats qu'il a eu l'année dernière, voire peut-être encore progresser, passer un cap. Ça n'arrive pas. Et en plus, il se met dans une situation difficile parce que l'année dernière, l'année prochaine, il sera en fin de contrat. Donc 2025, fin de contrat. S'il n'arrive pas à être performant dès le début de saison, eh ben, ça peut être compliqué pour le coureur irlandais et ça peut peut-être être une situation où tu redeviens équipier alors que là, tu avais un vrai rôle de leader du côté de cette structure. Allez, on regarde tout de suite les différents classements. Le résultat de cette étape, Adam Yates, vainqueur après cette échappée, 4 minutes en 4h42. On a quand même roulé aujourd'hui à 37,9 de moyenne. Donc voilà, ça a été, c'était pas du gâteau sur cette journée. Deuxième, Carapaz à 1,39 et puis ensuite le peloton des leaders, on va dire du général, O'Connor, Landa, Rodriguez est également là avec Roglic, Gaudu, Henrik Mas, Félix Gall également et Jevine dans ce peloton. On retrouve ensuite Skelmose à 5,35 avec Sepkus. Et Christian Rodriguez, qui est quand même 12e du général, le coureur de l'Arkea. Et puis derrière, Guillaume Martin à 7,21 avec Fortunato. C'était mal embarqué à un moment pour Guillaume Martin. Il a bien réussi à rectifier le tir. Parce qu'à un moment, il a été lâché assez vite, Guillaume Martin. Et il a réussi à prendre son rythme pour bien finir cette étape. Mentis finit à 23 minutes 29. Si on descend, Quintana à 25 minutes, Chicone à 29. Hier, chute provoquée par un cerf. Enfin, chevreuil, pardon.
Formidable. On a rarement vu ça. Donc, cette Vuelta est folle. Comme je le disais, cette Vuelta est complètement folle. Geoghenaert, très discret depuis le début de course, est 79e. J'ai envie de dire même très discret depuis le début de saison. Tao Geoghenaert. Et puis dans les derniers coureurs, c'est Beret qui finit à 43 minutes, mais avec quand même une marge de 13 minutes par rapport au délai, avec Dylan Tuns et Brandon Rivera, donc pas des coureurs qu'on aurait attendu aussi loin. Au général, et parmi les abandons, Keplinger, Tarling, Tiberi, le maillot blanc, on ne sait pas encore la raison. Est-ce que c'est la Covid? Pour Almeida, c'était la Covid, il était non partant, mais Tiberi ne sait pas la raison de son abandon du côté du maillot blanc. Des changements au classement, eh bien oui, parce que déjà Tiberi était bien classé, donc il disparaît. Vous avez O'Connor qui reste en tête, avec toujours 3 minutes 53 d'avance sur Primoz Roglic, sur cette étape, même plus 4 secondes. Parce qu'hier c'était 3,49, là c'est 3,53, avec les 4 secondes de bonif à l'arrivée. Carapaz est troisième et fait un bon classement avec cette étape, devant Enric Mas, Landa, Lipovitz, Yates qui lui gagne 20 places, Gall, Rodriguez, David, Gaudu et Pavel Sivakov également, qui gagne 9 places aujourd'hui. Donc hier chez UAE c'était la catastrophe, aujourd'hui c'est beaucoup mieux. Et on le verra notamment sur le classement par équipe. Du côté du classement du maillot vert, toujours Van Aert devant Caden-Groves. Les deux ont passé l'étape. Ensuite, Bittner, Roglic, Ben O'Connor qui fait son entrée dans le top 5. Du côté du classement de la montagne, c'est désormais Adam Yates qui est en tête avec 22 points engrangés. Les 22 points, il les a engrangés aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est aussi à prendre en compte. Devant Roglic, Gaudu. Belle opération. Alors, c'est vrai que j'ai pas trop parlé de Gaudu encore une fois, mais c'est quand même une belle journée de la part du coureur français. Puis Jevine et Sylvain Moniquet. Puis du côté du maillot blanc, Lipovitz donc prend la tête du classement devant Carlos Rodriguez. Seulement 31 secondes entre les deux. Skelmose n'est qu'à 1,49, donc ça reste assez serré. Et Van den Velt a perdu du temps aujourd'hui, 3,26, mais pour le maillot blanc, je pense qu'il va se passer encore beaucoup de choses. Et puis Max Poole qui rentre dans le top 5 devant Del Toro qui a perdu beaucoup aujourd'hui. Puis du côté du classement par équipe, c'est UAE qui est désormais en tête, qui a dépassé la Decathlon AG2R, qui est à 5 minutes. Puis vous retrouvez la Bora, Red Bull Bora Hansgrohe est à 6,10 et la Groupama à 30 minutes, 6e, Israël 5e. La dernière équipe, c'est toujours Alpecin et la DSM qui a dégringolé dans ce classement de 15-5 positions, comme la Bahreïn également, qui a perdu 5 positions aujourd'hui. Nous, on se retrouve demain. Petit débrief de la semaine. Demain, il y aura pas mal de vidéos. Je ne sais pas si je ferai une vidéo de la Bretagne classique. Il y aura une vidéo paralympique, la présentation un petit peu des catégories. J'ai révisé, pour tout vous dire, hier, pour voir s'il y avait des évolutions sur la classification. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur les Paralympiques, on en parlera demain. On parlera donc également du bilan de cette première semaine de la Vuelta aussi, il y aura des choses à dire. Et puis pour les nouvelles étapes, nouvelle présentation d'étapes, ça sera mardi 7h avec la présentation de l'étape 10. On passera de la côte est à la côte ouest de l'Espagne et du sud-est au nord-ouest. Autant vous dire que la transition, il va falloir un petit peu se mouiller la nuque. Allez, ciao ciao sur la Meilleure Production.